Salut à tous et à toutes. Et j'ai fait une vidéo sur la tribune des militaires qui datait de mai 2021. Et là je vais poursuivre avec un autre magazine Valeurs Actuelles. C'est celui-là. Voilà. Donc Monsieur le Président, entendez la colère des victimes. Donc on va commencer par un article. Bon, il y en a plusieurs, mais je vais faire des vidéos par partie. Puis je sais pas si ça va intéresser grand monde, alors bon, c'est pas grave, on va quand même lire, il faut avoir l'amour de la lecture. Voilà. Alors, quand l'islamisme se moque de Macron. Je pense qu'il n'y a pas que l'islamisme d'ailleurs, mais bon. Le président de la République a été interpellé la semaine passée par une femme voilée, regrettant la disparition des pierres. Donc des pierres, le nom Pierre, hein, enfin le prénom. Pas des cailloux, parce que les cailloux, il y en a partout. Dans son quartier. Ce message ressemble étrangement à celui des islamistes devenus maîtres dans l'art d'inverser idéologiquement la réalité. L'interpellation du président à Montpellier par une dame réclamant davantage de mixité sociale a de quoi laisser songeur. Nombre de commentateurs ont cru Naïma sincère, voyant en elle une brave mère de famille aspirant à s'intégrer. La scène a été interprétée comme la preuve du séparatisme régnant et comme sa dénonciation par l'une de ses victimes. Le témoignage de Naïma Amadou surprenait car les populations issues de l'immigration musulmane de milieux modestes vivant dans ces quartiers acceptent de manière plutôt fataliste cette séparation, qu'elles subissent sans s'indigner ni la mettre en question. Le séparatisme est devenu finalement pour elle la moins mauvaise des solutions. Naïma n'appartient visiblement pas à ce type de public, que la doxa progressiste observe habituellement avec une commisération feinte. L'interview rapide donnée par cette femme à l'émission Quotidien, toujours prête à victimiser des immigrés en proie au racisme, montre plutôt quelqu'un d'éduqué et appartenant à un milieu social de type classe moyenne supérieure, faisant très attention à son apparence vestimentaire, portant un hijab fort élégant et affirmatif. Elle revendique de beaucoup lire et de fréquenter les médiathèques. Bref, on a affaire à une intellectuelle. On apprend aussi qu'elle appartient au comité de quartier. Il s'agit d'une personne qui met en scène sa bonne intégration. Cette dame a très bien saisi la liberté que la République lui a donnée de ne pas s'assimiler, d'où l'affichage. Voilà, on a toujours un problème avec les cheveux. Voilà. Je pense que ça le fait à beaucoup de personnes, mais bon. L'affichage ostensible de son voile, d'où aussi le fait d'avoir appelé son fils Mohamed, d'avoir appelé son fils Mohamed. Elle a parfaitement compris la leçon de l'intégration multiculturelle et veut qu'on l'accepte avec sa différence. Elle respecte la loi qui lui permet effectivement d'afficher son hijab dans l'espace public et même tout près du président. C'est fou comme celui-ci attire les foulards lors de ses apparitions publiques dans le champ de la caméra. Président dont elle dit aux journalistes de TMC qu'elle est sûre qu'il a compris son message. Or, le message qu'a fait passer Naïma ressemble étrangement à celui des islamistes devenus maîtres dans l'art d'inverser idéologiquement la réalité. Nous voulons nous intégrer, nous disent-ils explicitement, mais ce sont les Français qui ne veulent pas de nous, qui ne veulent pas de cette fameuse mixité sociale, alors que nous-mêmes sommes de très bonne volonté et la voulons. Nous sommes curieux des autres, comme Naïma dont l'enfant Mohamed voudrait connaître Pierre, mais Pierre a déserté l'école et le quartier, et ne veut pas connaître Mohamed. Il ne manquait que Marlène Schiappa pour saisir la perche ainsi tendue. Chez Bourdin, le lendemain, elle surenchérissait pour les bons sentiments multiculturels rebaptisés aujourd'hui laïcité ou valeurs de la République. Le petit Pierre a aussi envie de connaître le petit Mohamed,
et seule la méconnaissance et le repli sur soi empêchent le vivre ensemble, l'addition des différences culturelles ne pouvant être qu'un enrichissement. Oui, dans certains cas, mais dans certains cas, non. Et je le prouverai d'ailleurs. Mais dans certains cas, je prouverai aussi que c'est le cas et que ça marche. Mais faut pas non plus, voilà. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. J'en étais où? Voilà, tac tac tac, le petit Pierre. Alors, le vivre ensemble, l'addition des différences culturelles ne pouvant être qu'un enrichissement. Voilà, j'en étais là. Il y a beaucoup d'ironie et de défis dans ce qu'a dit Naïma. Comme souvent chez les militants islamistes, sûrs de leur force, vous voulez lutter contre le séparatisme, vous voulez le multiculturalisme et l'enrichissement mutuel des différences. Nous aussi. Nous aussi. Et nous sommes d'autant plus prêts à nous asseoir sur les bancs de votre école que nous avons compris qu'elle s'est depuis longtemps convertie à ce catéchisme multiculturel qui fait bien notre affaire. Nous te prenons au mot, Macron. Plus multiculturaliste que nous, tu meurs. Naïma donne l'image d'un islamisme ouvert à la différence d'une France communautarisée et repliée sur elle-même, qui est ouvert et tout à fait prêt à jouer le jeu des valeurs de la République, de la mixité sociale, de la neutralité laïque. Les musulmans... Ah oui, d'accord, oui. C'est sûr que si je mets pas l'intonation, ça va pas le faire. Qui est ouvert et tout à fait prêt à jouer le jeu des valeurs de la République, de la mixité sociale, de la neutralité laïque. Les musulmans. Qui est crispé dans le repli sur soi, dans le communautarisme? Les Français. En réalité, les islamistes savent parfaitement que notre discours de l'intégration, de la mixité sociale, de l'enrichissement mutuel, des différences est une baudruche, vide de toute substance politique. Ils savent qu'il n'y a pas de mixité entre des modèles contradictoires, et comme ils connaissent notre faiblesse, notre peur et notre incapacité à défendre la supériorité de nos propres modèles, ils sont tous prêts à une mixité sociale dont ils pensent sortir vainqueurs. Apparemment, c'est fini. Ou non, peut-être pas. Le séparatisme n'est qu'un moment dans la stratégie islamiste. Moment facilité par notre renoncement à l'assimilation et notre respect multiculturel de toutes les différences. Mélangeons-nous comme vous prétendez le vouloir, puisque maintenant nous sommes les plus forts. Amenez-nous le petit Pierre et nous en ferons un petit Mohamed. Vous avez renoncé à l'assimilation, pas nous. Le haussement de sourcil du président face à son interlocutrice en disait malheureusement long sur son incapacité à comprendre la situation, comme en saisir l'ironie. Bon, en gros, il comprend rien. Bon, voilà. Mais bon, ça m'étonne pas. Il suffit de voir ce qui se passe. Après, quand on n'a pas lu depuis longtemps, c'est souvent un peu compliqué, mais bon, on reprend l'habitude assez rapidement. Après, on va un peu bugger dans la lecture parce que des fois, quand on a du mal à dormir, c'est ce que ça fait quand on lit, quoi. Mais bon, je pense que je lis pas trop mal, c'est juste qu'il faut remettre un peu l'intonation, tout ça, la ponctuation et... Alors, justice pour les victimes de la délinquance. Connues ou inconnues, les victimes de la barbarie ordinaire sont nombreuses en France. Les actes sont divers, les conséquences variées, mais la douleur bien réelle. Pas un jour ne passe sans que la presse locale ne raconte le calvaire plus ou moins atroce d'une victime de la délinquance agressée, rouée de coups, violée, assassinée. Ces victimes ne bousculent pas toujours l'actualité nationale, sans compter la foule de médecins, pompiers, gendarmes ou policiers quotidiennement agressés bien au-delà de la banlieue parisienne. En 2019, la France a compté 970 victimes d'homicide. Elle a également enregistré une hausse de 8% des coups et blessures volontaires. Des chiffres et des pourcentages maniés sans émotion à force d'habitude. Derrière ces chiffres se cachent pourtant des vies brisées, des victimes qui pensaient elles aussi que ça n'arrivait qu'aux autres. Elles défraient parfois la chronique.
mais les faits divers s'enchaînent et les noms s'estompent de nos mémoires. Pour les victimes et leurs familles, pourtant le jour de l'agression n'est souvent que le début d'un long chemin de croix. Il commence par l'enquête, parfois difficile à mener ou à faire aboutir, mais de nombreuses victimes insistent sur leur reconnaissance à l'égard des forces de l'ordre. Un enquêteur parisien ne s'en étonne pas. Nous sommes le principal, parfois le seul interlocuteur des victimes. Les victimes appellent souvent pour nous remercier. C'est la partie de notre travail qui fait le moins de bruit, mais c'est une réalité. Les policiers sont le seul numéro qu'elles ont. Le droit français n'est pas un droit des victimes. Toutes le réalisent, plus ou moins douloureusement. En France, les victimes interviennent finalement dans le processus judiciaire comme les réceptacles d'une infraction, commente encore un policier qui décrit une cruelle réalité. La justice ne rencontre pas les victimes. Parfois le juge d'instruction ou alors par l'intermédiaire de l'avocat et à sa demande. Un avocat lillois habitué des assises fait le même constat. Les victimes n'ont pas de place dans la procédure pénale. Ce n'est pas leur procès. Elles peuvent à peine s'exprimer. L'énergie est déployée sur les auteurs plus que sur les victimes. Il faudrait peut-être prendre l'habitude d'inverser. À l'issue, la peine n'est jamais satisfaisante, forcément. D'abord parce qu'aucune condamnation n'efface un traumatisme, ne ramène la santé ou ne ressuscite un enfant. Mais ce n'est pas tout. Ils sont nombreux à déplorer des peines mal appliquées et des récidives parfois dramatiques. Comment une famille peut-elle supporter de perdre un enfant par les coups d'un homme qui aurait dû se trouver en prison au moment des faits ? Aucune ne parvient réellement à faire taire cette colère. C'est parce que le temps médiatique n'est pas celui de la douleur d'une victime, parce que le regard judiciaire est tourné vers les auteurs et parce que les promesses politiques peinent à changer cette réalité de l'ensauvagement que nous avons voulu braquer le projecteur sur des victimes bien réelles que la société victimaire a parfois du mal à considérer. Pour exposer la cruelle réalité de la délinquance aujourd'hui en France et rendre justice à ceux qui la subissent. Voilà, point final. Alors, Stéphanie Monfermé, visage martyr des forces de l'ordre. Quelques heures après la mort de Stéphanie, égorgée dans le commissariat de Rambouillet par un islamiste, ses collègues essuyaient des tirs de mortier d'artifice dans la ville voisine de Trappes, pour la deuxième soirée consécutive. En gros, Trappes, ça devient peu à peu une république islamique, en plein milieu de la France. Voilà. Donc, tout est normal. Pour la deuxième soirée consécutive, l'émotion n'a pas non plus étouffé certains habitants de la commune d'Échirolles en Isère, qui placardaient le lendemain les photos de 3 policiers avec la mention « mort ou vif ». Que dire de ces jeunes qui ont ciblé un policier de Provins qui rentrait chez lui en civil et dans sa voiture personnelle, détruite au mortier d'artifice le lendemain de l'attentat? Ou encore de ceux qui ont déclenché les hostilités contre les forces de l'ordre dans le quartier fréjusien de la Gabelle la même nuit parce qu'il avait entrepris de scier une caméra de surveillance. La France a presque oublié les noms de Xavier Juguelet, de Clarissa Jean-Philippe, d'Arnaud Beltrame, d'Ahmed Merabé, de Damien Ernest, d'Anthony Lancelot, de Brice Lemescam, d'Aurélia Trifiro, de Jean-Baptiste Salvin ou de Jessica Schneider. Tous engagés dans les forces de l'ordre, tous assassinés par des terroristes islamistes. Qui se souvient de ces policiers agressés à Viry-Châtillon dans leur voiture incendiée sur le quai de Valmy ou massacrés à la sortie de leur voiture à Herblay? La France ne connaît même pas les noms de tous leurs collègues blessés, parfois gravement dans l'exercice de leurs fonctions. Quand nous ne sommes pas directement agressés de plus en plus souvent, c'est une partie de la classe politique qui nous met en cause systématiquement, commente un jeune policier déjà dégoûté par ses quelques années de service. Un de ses collègues enchaîne. Se faire du flic ne coûte pas grand-chose.
L'émotion semble réelle à chaque attentat, mais l'amnésie est quasi immédiate. Voilà, c'est ça que je regrette en France, c'est que dès qu'il y a un attentat, les gens sont révoltés, outrés, choqués. Puis peu de temps après, on dirait que c'est terminé, ils ont tout oublié. Mais je pense que certains n'oublient pas, mais essaient de mettre ça de côté, et d'autres, carrément, ils oublient tout, ils s'en foutent en fait. Tant qu'ils sont pas touchés, ils s'en foutent. Ça, c'est la fameuse loi de je ne suis pas touché. Tant que je suis pas touché, je prends pas conscience de la gravité des choses. Enfin bon. C'est humain, mais c'est pas humain pour tout le monde, quoi. Alors, on en était où Voilà. Au bout du rouleau, ces policiers épuisés ne tiennent que par le tréfonds de leur vocation. Protéger la société et permettre que justice soit rendue aux victimes de la délinquance. Ces dernières saluent régulièrement le travail des enquêteurs, discrètement par l'intimité d'un email, d'un mot ou d'un coup de téléphone. C'est bien la seule chose qui alimente une motivation déclinante, assume un commissaire de banlieue parisienne, et de prévenir, notre travail est rendu impossible, les attaques physiques ou morales sont incessantes, et les vocations se font rares. Très honnêtement, c'est compréhensible, aucun d'entre nous ne signerait comme il y a 10 ou 20 ans. D'ailleurs, on voit, si on observe bien, la police en ce moment, c'est un peu comme beaucoup d'autres choses, mais la police en particulier, on voit qu'ils recrutent pas, ils sont plus dans l'exigence. Maintenant, ils sont surtout dans le fait de pouvoir engager des flics et n'importe lesquels. C'est un peu hypocrite, mais peut-être que ça révèle une situation en France que beaucoup de citoyens français ne veulent plus exercer le métier de policier. Et c'est pas non plus très surprenant, hein. C'est comme un peu quand les soignants travaillent dans les hôpitaux, que ce soit les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, etc., et qu'il y a eu la crise du Covid, on peut comprendre qu'ils veulent abandonner le fait d'exercer ces métiers qu'ils aimaient, mais qu'ils ne veulent plus exercer, puisqu'ils sont dans des conditions complètement dantesques et choquantes. Donc voilà. Faut pas s'étonner après qu'ils aient plus envie d'exercer certains métiers qu'ils adoraient, qu'ils aimaient, c'était leur vocation, mais le gouvernement les a dégoûtés en tenant des promesses et en ne faisant jamais rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis étonné que Macron soit encore repassé, alors qu'il ne fera rien de plus pour les hôpitaux, et que les hôpitaux sont encore une fois au bord du cataclysme, hein, clairement. Hein. Peut-être pas tous, mais il y a des hôpitaux qui sont clairement au bord du gouffre. Hein. Mais bon, personne ne s'inquiète, tout va bien dans ce pays. En même temps, quand on fait venir le tiers-monde, ou quand on agit comme le tiers-monde, faut pas s'étonner, on se tiers-mondise. Hein, faut pas s'étonner, il n'y a rien d'étonnant. Hein. Voilà. On va continuer par peut-être 2 articles. Alors, Pierre Sourgan, victime, je crois que ça se dit comme ça, Pierre Sourgan, ou Sourgaine, mais ça doit être Pierre Sourgan. Victime d'une jeunesse ensauvagée. L'affaire ne relève plus du fait divers, mais du phénomène de société. Le 10 avril dernier, à Floirac, en Gironde, Pierre Sourgan, 68 ans, passe une journée tranquille à bricoler non loin de la calme résidence qu'il habite depuis 30 ans. On avait désherbé des parties communes de la résidence. Cet après-midi-là, il avait changé les plaquettes de frein de sa voiture. Confie un voisin. Témoignage de la vie sans histoire de ce retraité de préfecture. Mais depuis quelque temps, d'étranges allées et venues sont repérées dans le quartier. Le local technique est squatté. Les intrus y viennent pour boire et fumer du cannabis. Pendant plusieurs semaines, ces 2 réalités cohabitent. Jusqu'à ce samedi soir, Pierre croise leur regard, fait une réflexion. Roué de coups, il s'écroule au sol. Alerté par le tapage, un voisin découvre le retraité inconscient, défiguré. Les secours constatent l'atrocité de l'acharnement. Multiples fractures au visage, yeux tuméfiés, lèvres ouvertes. L'autopsie confirme, Pierre est décédé d'un œdème cérébral. La violence est inouïe. Mais il y a pire, les agresseurs en sont fiers. L'un d'eux s'en vante. Coincé quelques jours plus tard par la PJ bordelaise,
Les enquêteurs remontent la piste du groupe meurtrier. L'un est arrêté sur une plage du bassin d'Arcachon en pleine détente. Deux autres sont cueillis à Bordeaux. Un couple finit par se rendre. Ces jeunes sont âgés de 19 à 21 ans. L'un est connu pour des faits de violence et sort juste de prison. Tous sans emploi, tous français. Enfin, tous français, voilà. Bon, bref. Bref, on va dire qu'ils sont français. Et ils le sont dans beaucoup de cas, mais ils le sont dans beaucoup de cas. La carte d'identité est française. Ils sont bien nés en France, mais ils haïssent la France. Alors que dans la plupart des cas, la France leur a tout donné. Hein. Alors que paradoxalement, il va y avoir des gens, la France ne leur a rien fait de particulièrement et de particulier, et eux, ils aiment la France, ils aiment leur pays. Voilà, bon bref, c'est le paradoxe. Ensuite, j'en étais où? La violence est inouïe, non, la piste du... Ah voilà. Les enquêteurs remontent la piste du groupe meurtrier. L'un est arrêté sur une plage du bassin d'Arcachon en pleine détente. Deux autres sont cueillis à Bordeaux. Un couple finit par se rendre. Ces jeunes sont âgés de 19 à 21 ans. L'un est connu pour des faits de violence et sort juste de prison. Tous sans emploi, tous français en garde à vue. Ils reconnaissent les faits, mais nient l'intention d'homicide. La revendication de cette violence est sans doute la réelle marque de l'ensauvagement. Le 15 janvier dernier, le jeune Youri était plongé dans le coma après avoir été violemment agressé dans le 15e arrondissement de Paris par des adolescents qui n'hésitaient pas à se vanter de leurs méfaits sur les réseaux sociaux. Les vidéos de lynchage s'y multiplient. Fin janvier à Belfort, des agresseurs se filment en train de martyriser un jeune handicapé, assis sur son fauteuil. Ils le frappent, lui coupent les cheveux, se moquent et partagent la vidéo. À Valenciennes, ce mois-ci, un ado de 15 ans est passé à tabac par des enfants du même âge, qui lui envoient la vidéo. On ne compte plus les images montrant des policiers ou pompiers pris à partie dans des quartiers dits sensibles, diffusées par les agresseurs eux-mêmes. Les auteurs sont parfois très très jeunes. À Reims, l'été dernier, deux jeunes de 13 et 14 ans étaient placés en garde à vue après avoir publié sur les réseaux sociaux leur agression sauvage d'une adolescente. Moins rassurant encore, ces agressions filmées génèrent beaucoup d'audience, 500 000 vues sur Twitter en juin 2020 pour l'agression d'une jeune fille. La valeur de la vie semble très relative pour ces jeunes agresseurs. Par ailleurs, peu craintifs de la justice. Oui, c'est la justice de Macron est merdique, donc c'est pas une surprise. Hein. En témoigne encore l'insouciance des meurtriers, présumés de la jeune Alisha, assassinée à 14 ans par un couple d'adolescents le 8 mars dernier à Argenteuil. Attirée dans un guet-apens par deux camarades de collège, la jeune fille avait subi une pluie de coups au visage avant d'être jetée dans la Seine encore vivante. Le jeune homme était rentré chez lui pour changer ses vêtements ensanglantés avant d'aller dîner en ville avec sa complice et finir la soirée chez des amis. C'est sa mère, après aveu, qui le dénonce à la police. Devant les enquêteurs, il ne manifeste pas de remords immédiat. Les agresseurs de Pierre Sourgan non plus. Alors là, c'est un autre article. Christophe Fauquenois mort en silence. Le 30 mars dernier, le corps sans vie de Christophe Fauquenois est retrouvé par des voisins dans le hall de son immeuble, à Villeneuve-d'Ascq, dans la banlieue lilloise. L'ouvrier de 45 ans a reçu 8 coups de couteau. Règlement de compte, braquage, mauvaise rencontre. La police peine dans son enquête. Dans la plupart des affaires apparentées, l'enquête est rendue très compliquée par le silence des populations alentours. Les uns participent au trafic, d'autres sont menacés de représailles. Le reste s'impose, le mutisme par peur des conséquences, ce qui entrave considérablement la manifestation de la vérité. Ce fut encore le cas récemment dans le procès des individus accusés d'avoir voulu tuer 4 policiers en 2016 à Viry-Châtillon, où aucun habitant de la Grande Borne n'a osé témoigner auprès des policiers. Les quelques témoignages anonymes de voisins rapportés par la Voix du Nord décrivent un homme sans histoire, exaspéré par le trafic de drogue,
installée dans son immeuble. Une riveraine décrit un climat d'insécurité grandissant dans ce quartier, qui ne date pas d'hier. La situation devient insupportable. Il y a du grand deal, du petit deal. Du trafic dans les couloirs. Christophe ne supportait plus ce que l'on vit ici tous les jours. L'aurait-il dit trop fort? Oui, d'ailleurs, je peux clairement témoigner, que ce soit les grandes villes, les moyennes, les petites villes, il y a du trafic de drogue dans tous les immeubles. Clairement. Peut-être pas dans tous les immeubles, parce qu'il y a des immeubles récents dans toutes les villes, mais il y a clairement du trafic de drogue dans tous les immeubles anciens, qui avant étaient des immeubles très bien, très fréquentables, c'était pas des quartiers. Et moi, j'arrête pas de dire que la société se ghettoise de partout. Clairement. On peut pas le nier. Moi, je l'ai vu moi-même. J'ai même dû en sortir qui vendaient du shit dans les couloirs. Enfin bref. C'est de partout. Ce n'est plus qu'à Paris, ce n'est plus à Marseille, c'est de partout. Et on se demande pourquoi, puisque la plupart du temps, dans les 3/4 des cas, bah, ce sont des gens issus de l'immigration. Aucune surprise. Voilà, bon bref. Mais bon, tout va bien, nous allons repartir pour 5 ans de Macron, donc tout va bien. Voilà, donc, voilà. Alors, j'en étais où? Non plus. Du trafic dans les couloirs. Christophe ne supportait plus ce que l'on vit ici tous les jours. L'aurait-il dit trop fort? Devant ce cadavre, un autre silence surprend celui des médias, à l'exception du quotidien local repris par le site F de Souche. Aucun titre n'a évoqué le meurtre. Silence dans la presse nationale. Ce blackout pourrait être considéré comme de la prudence dans cette affaire dont on ignore les tenants et les aboutissants. Mais comment le comprendre alors que le nombre de médias n'hésite pas à manquer de retenue dans d'autres affaires, sur d'autres sujets ou pour d'autres agressions avant même le début de toute enquête? Certaines victimes ont plus de succès que la cohorte des victimes quotidiennes de la délinquance que Christophe Fauquenois vient de rejoindre. Donc ensuite, je vais peut-être finir par cet article. Ouais, on verra. Peut-être ou pas, on va voir. Adrien Pérez, le courage de parents dévastés. J'ai un peu du mal à lire parce que j'arrête pas d'avoir des remontées en fait. J'arrive pas à roter, mais bon, ça me gêne dans ma lecture. Voilà. Ça fait un peu d'humour au moins dans la vidéo qui est loin d'être gay, quoi. Adrien Pérez, le courage des parents dévastés. Le procès va enfin se tenir du 21 juin au 2 juillet 2021, devant les assises de l'Isère. Les parents d'Adrien Pérez, Bruno et Patricia, ainsi que sa sœur Marjorie, l'attendent avec impatience et crainte. Depuis le 29 juillet 2018. Ce soir-là, Adrien fête ses 26 ans, dans une boîte de nuit de la banlieue grenobloise. À la sortie, une amie est importunée par plusieurs individus. Les garçons interviennent, Adrien est tué. Un de ses amis gravement blessé. Bruno et Patricia viennent de perdre leur fils. Quelques jours plus tard, Younes, Yanis et Liam sont arrêtés. Voilà. Alors, voilà. Encore une fois, hein, comme d'habitude, hein, on va pas dire que c'est dans la majorité des cas, mais... Enfin si, je vais dire que c'est dans la majorité des cas, parce que souvent, en fait, aux infos, on entend toujours c'est une minorité, mais en fait non, c'est pas une minorité. C'est une minorité si vous voulez, mais c'est une immense minorité dans ce cas-là. On rajoute le mot immense devant minorité, ça reste une minorité, mais elle est immense. Voilà, c'est tout. Alors faut pas non plus tomber que là-dedans et dire que c'est toujours les mêmes, mais c'est très souvent les mêmes. Dans 8 cas sur 10, voire 9 cas sur 10, ce sera les mêmes. Sans surprise. Il n'y a jamais de surprise, quasiment jamais. Alors il se peut que des fois il y ait quelqu'un qui soit pas issu d'une famille issue de l'immigration. Il se peut qu'il y en ait, mais c'est très rare. Il y en a, mais c'est plutôt rare. On va pas mentir, on va pas se mentir non plus. Hein. Alors, donc voilà. Younes, Yanis et Liam sont arrêtés. Alors vous allez me dire, les 3 prénoms ne sont pas forcément tous d'origine étrangère. Mais après, des fois aussi, il faut savoir que des fois, c'est tous des prénoms d'origine étrangère et d'origine du Sud, d'origine d'Afrique, etc. ou Afrique du Nord, etc. Mais les médias vont taire les noms et vont les modifier. Et oui, on ne peut plus avoir confiance en rien maintenant.
Mais la plupart du temps, quand ils disent pas les noms, c'est que c'est forcément issu du continent africain. En général, ça loupe jamais. Et en général, quand quelqu'un d'extrême droite ressort les noms après, ben effectivement, ça loupe pas, c'était forcément... ça venait, en tout cas, dans la plupart des cas, d'Afrique. Donc voilà, donc je vais finir l'article maintenant. Voilà, sont arrêtés. Ses parents ont raison, Adrien est mort en héros. Depuis, il ne cesse de se battre. D'abord, un appel au pouvoir public. Il dénonce une ville, Grenoble, gangrénée par la violence et intimant aux autorités de sauver nos enfants. Quelques jours plus tard, ils écrivent une lettre à Emmanuel Macron qui n'en a absolument rien à foutre. Emmanuel Macron, président de la République d'Afrique, pour réclamer justice. Leur colère est palpable lorsqu'ils évoquent les meurtriers de leurs fils. Ils sont l'insupportable engeance d'une France qui, par son incapacité à répondre fermement à la délinquance, produit un sentiment d'impunité croissant, conduisant des jeunes gens à sortir armés d'un couteau et à s'en servir sans le moindre scrupule. Adrien est lui aussi mort sous les coups de délinquants déjà connus des services de police, et oui, c'est toujours comme ça, c'est toujours la même histoire. Voilà, donc... Sans réponse, Patricia et Bruno décident de publier cette lettre. Rien ne change. 2 ans plus tard, le 24 septembre 2020, le constat des parents endeuillés est le même. Sur le plateau de l'émission Vous avez la parole, en larmes, Patricia Pérez interpelle le Premier ministre au sujet d'une insécurité toujours présente. Pas qu'à Grenoble, mais dans tout le pays. Son mari explique leur engagement. On ne veut pas faire pleurer la France. On veut que ça change. Qu'on arrête de s'occuper des délinquants plus que des victimes ou des parents de victimes. Ce dernier point se retrouve dans le combat de toutes les familles dévastées par cette délinquance. Les policiers le savent, les avocats aussi. La procédure judiciaire ne prend pas en compte les victimes en France. Bon, tout va bien. Les Pérez l'ont appris cruellement 2 mois avant cette émission. Le juge des libertés et de la détention avait décidé de libérer l'un des frères, Yanis, qui avait pourtant crié « Vous vous souviendrez de moi » après la mort d'Adrien. Quelques mois plus tôt, un autre JLD avait accepté... Attends, JLD c'est quoi JLD? Bon bref. Un autre JLD avait accepté la remise en liberté de l'agresseur de Marin Sauvageon, un étudiant laissé pour mort après avoir défendu un couple pris à partie en 2016 à Lyon. Dans les 2 cas, le parquet avait heureusement fait appel avec succès. Ces 2 affaires avaient défrayé la chronique. Les familles étaient restées mobilisées et médiatisées. Mais combien de familles n'ont pas pu contester de telles libérations? Combien, surtout, ont vécu l'affront d'une telle décision? À l'époque, Patricia Pérez parlait au nom de tous. Il ne faut pas que cette justice oublie qui sont les victimes. Mon fils, lui, a pris perpétuité et nous avec lui. Bon, je vais en lire encore quelques autres. Vu que je suis chaud, autant continuer. Evaël Dupuis. Quand le harcèlement scolaire tue. Les cas de harcèlement scolaire peuvent paraître éloignés de la délinquance. Ils sont pourtant l'une des facettes de la violence sans limite qui ronge la société dès le plus jeune âge. Et de plus en plus. Parce qu'au début, je pense pas que, moi personnellement, à mon époque, quand j'étais petit, au collège ou en primaire, il y avait du petit harcèlement sur certaines personnes, mais c'était pas... ça allait pas prendre des proportions jusqu'à tuer les gens, quoi. Alors que depuis ces 15 dernières années, ou ces 10 dernières années, ça s'est aggravé, on le note, clairement. Aux infos, il y en a tous les jours, donc on peut pas dire que ça s'est pas aggravé. Moi, j'arrête pas de dire que la société française, elle est en train de sombrer dans l'ensauvagement le plus total, mais bon, après... certains diront que tout va bien, donc bon, si tout va bien, d'accord, pas de problème. Alors, vendredi 21 juin 2019, à Herblay-sur-Seine, dans le Val d'Oise, tandis que des milliers de Français s'apprêtent à célébrer la fête de la musique, un drame se noue dans le silence d'une chambre d'enfant. De ses palmes notes, Evaël Dupuis,
une collégienne de 11 ans, noue un foulard à l'un des barreaux de son lit, avant de le passer à son cou. Une équipe de pompiers arrive rapidement sur place. Le cœur de la jeune fille repart, puis cesse définitivement de battre la nuit du 22 juin. Il faut remonter quelques mois plus tôt pour comprendre le geste d'une enfant à l'aube de sa vie. En septembre 2018, Évaëlle Dupuis fait sa rentrée en classe de 6e au collège Isabelle Autissier à Herblay. Une gentillesse sincère et aussi sans doute une sensibilité accrue lui valent le mépris des camarades impitoyables. Bientôt transformés en acharnement, moquerie et brimade, deviennent le lot quotidien de la jeune fille. Pour comble de malheur, ce harcèlement quotidien n'est pas simplement le fait d'élèves, mais également et exceptionnellement celui d'un professeur de français qui a pris Évaëlle en grippe. Ouais, non, mais là, si on commence par là, on va plus s'en sortir, hein, clairement. Si même les professeurs ils font pas leur job, on va plus s'en sortir. Hein. À un moment donné, c'est désespérant. La salle de classe, qui devrait être un sanctuaire, devient le théâtre de toutes les vexations. Et les mauvais traitements dépassent le cadre scolaire. Au cours du mois de février 2019, Évaëlle subit 2 agressions physiques. La première sur un banc de l'école, la seconde à l'arrêt de bus. Elle s'en ouvre alors à ses parents, qui portent plainte contre 3 élèves. Et porter plainte ne sert à rien, ça sert absolument à rien. À l'époque, malgré la gravité des faits, aucune sanction disciplinaire n'est prononcée par l'établissement. La direction des services départementaux de l'éducation nationale se bornant à indiquer que l'établissement a mis en place des moyens de lutte contre le harcèlement scolaire. En gros, ils n'ont rien mis en place. Voilà. Dès qu'ils disent qu'ils ont mis en place des choses, c'est que rien n'est mis en place. Ça, c'est dans tous les domaines, hein, clairement. Quand on a un gouvernement de Brel, faut pas s'étonner après que... Il n'y a rien qui est mis en place. Rien, absolument rien. C'est d'ailleurs pour ça que le curé d'église, Emmanuel Macron, a reconduit, par exemple, Darmanin au ministre de l'Intérieur ou Dupond-Moretti pour la justice. Ce sont des incompétents, des incapables, et il les a reconduits. Il en a strictement rien à foutre de vous. Tout ce qui compte, c'est son projet d'Afrique. Alors, ensuite, bon, je suis un peu sorti du truc, mais pour moi, tout a un rapport. Et je le dis, hein, j'ai pas peur. Hein. Si la vidéo est vue, tant mieux. Tant mieux. Parce que c'est la pure vérité que je dis là. Alors, ensuite, des moyens de lutte contre le harcèlement scolaire. Les élèves soupçonnés de harcèlement scolaire sont surveillés de très près, attention. Et nous n'avons pas connaissance de nouveaux faits les concernant. Ben voyons. Au retour des vacances de février, Évaëlle intègre un nouvel établissement, le collège Georges Duhamel, dans le même secteur. Suivie par un psychologue, la collégienne tente de se reconstruire. Lasse, la jeune fille est à nouveau confrontée au comportement violent d'un élève, encore fragile sur le plan émotionnel. Évaëlle, qui reste marquée du sceau de la souffrance, ne parvient pas à surmonter cette épreuve. Ce sera la dernière avant son suicide. 5 mois après les faits, ses parents ont porté plainte contre l'enseignante du premier collège. Le 4 septembre 2020, cette dernière a été mise en examen. Le 10 décembre, 3 élèves soupçonnés d'avoir participé à ce harcèlement le sont également. Si dramatique soit-elle, cette affaire a eu le triste mérite de mettre en lumière un phénomène dont sont victimes quelques 700 000 enfants chaque année. Juste 700 000. C'est pas grand-chose, ça va. Mais j'en ai marre d'entendre toujours ces trucs, ça a mis en lumière quoi, bordel? Même il y en aurait un en France, il faudrait le mettre en lumière, même un. Mais non, il faut bientôt 1 million de victimes pour mettre en lumière les choses. Il va falloir combien de morts pour les mettre en lumière? Parce que les attentats, c'est pareil, il y en a eu des tonnes, on les a mis en lumière, et au final, tout le monde les a oubliés, sauf une partie de la population, heureusement, parce qu'il y en a une partie qui s'en bat les steaks. Hein. Tant qu'ils ne sont pas touchés, c'est comme cette affaire-là, c'est la même. Hein. Même chose. Hein. Mais j'ai tendance à dire que bientôt, on sera tous touchés. Donc, il y aura peut-être du positif dans notre malheur, au final. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont prendre conscience qu'il y a un grand danger qui plane sur notre gueule. Peut-être.
Bah déjà, le premier danger, c'est de voter pour des cons. Le second danger, c'est d'avoir des cons au sein du gouvernement. Et puis après, ça part dans toutes les choses, comme l'hôpital. Ça part dans tout. Voilà. Donc j'en étais où d'un sens, hein. Oui, j'en étais là. Donc, 700 000 enfants chaque année. Considérablement amplifié par les réseaux sociaux. Et oui aussi, ça va être un problème dans la société. C'est déjà un problème et ça va être de pire en pire. Ça, c'est une connerie. C'est soit les réseaux sociaux, tu les donnes qu'à des personnes intelligentes. Mais à ce moment-là, comment on va juger l'intelligence des gens en étant analysé par des teubés, hein? Non, mais il faudrait, je sais pas, soit on supprime tout, puisqu'apparemment, il y a une partie de la population qui ne comprend rien, parce que si tu leur supprimes à eux, il faut supprimer aux autres aussi. Et puis les gens, voilà, tu leur donnes des réseaux sociaux. Alors des fois, les réseaux sociaux, ça va améliorer la société, ça peut aider. Mais dans la plupart des cas, malheureusement, l'humain va faire de la merde avec ça. Comme avec la plupart des choses. Il faut faire barrage à l'extrême droite, mais pas la connerie. Il ne faut surtout pas faire barrage, par exemple, aux réseaux sociaux et les mettre et donner les réseaux sociaux déjà à des mineurs. De toute façon, c'est de pire en pire. Hein. Dans la rue, on voit des gamins qui ont des téléphones à 4-5 ans. Alors, admettons, ça peut servir si le gamin se fait kidnapper, et encore, c'est pas sûr. Mais sinon, ça va servir à rien. Ça va rendre la société encore pire. Elle n'est pas déjà assez dramatique. Non, il faut encore empirer les choses. Soit. Donc j'en étais à... Voilà. Donc les réseaux sociaux. Le harcèlement scolaire devient permanent et les conséquences dramatiques. D'autres exemples commandent de ne pas traiter cet état de fait en quantité négligeable. Thibaut s'est suicidé à 12 ans. Élise à 16 ans. Et d'autres enquêtes s'ouvrent régulièrement pour des petites victimes dont on ignore les noms. La mort n'est pas l'issue systématique de cette mécanique impitoyable, mais les pédopsychiatres alertent sur des mots inquiétants, très inquiétants: dépression, anorexie, boulimie et déscolarisation. Les actes doivent suivre la prise de conscience pour que l'école redevienne ce lieu admirable où les bruits extérieurs ne pénètrent point. Que célébrait le philosophe Alain, Victor Isaac Anne. Non. Que célébrait le philosophe Alain, et ça doit être fait par, l'article doit être fait par Victor Isaac Anne, je pense. Alors attends, est-ce que je me sens d'en faire encore une ou deux? Ouais, on fera l'autre partie plus tard, mais je vais finir par cet article-là et après terminer. Serge, dommage collatéral des mineurs isolés. Voilà, les fameux mineurs isolés qui ne sont ni mineurs ni isolés, comme le dit le Z. Et il a raison. Et après on se fout de la gueule de Zemmour. Oui, non, mais il raconte n'importe quoi. Non, ils ne sont ni mineurs ni isolés dans la plupart des cas. D'ailleurs, je ferai bientôt des vidéos sur les fausses personnes, et là on est clairement dans ça, ce sont des fausses personnes. L'âge n'est pas le bon, ils ne sont ni mineurs ni isolés, mais tout va bien. 8 cambriolages en 1 an. C'est le triste décompte effectué par Serge, un restaurateur dont l'établissement est situé en plein 16e arrondissement de Paris, à quelques rues du palais de Tokyo. Difficile de dormir quand chaque nuit la crainte d'être réveillé par l'alarme de son restaurant persiste. Son dernier cambriolage remonte au mardi 12 janvier 2021. Cette nuit-là, trois jeunes hommes volent une barre de fer dans un chantier voisin et s'en servent pour défoncer la porte-fenêtre du magasin. La scène, filmée par les caméras du restaurant, permet d'observer le procédé rudimentaire utilisé par les 3 voleurs, tandis que l'un fait le guet. 2 autres pénètrent dans le restaurant à la recherche d'argent liquide. Très vite, l'alarme s'enclenche. Les cambrioleurs prennent la fuite. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Les sans-couilles prendront toujours la fuite. Hein. C'est pas compliqué. En fait, même à 3, ce sont des sans-couilles. À 10, ce sont des sans-couilles. À 100, ce sont des sans-couilles. C'est la règle du sans-couilles, tout simplement. Donc, voilà, ils défoncent la porte. Ils se barrent en courant tels des sans-couilles. Tandis, voilà, la police arrive et
l'interpellation a lieu. 3 mineurs isolés, qui ne sont ni mineurs ni isolés. Originaires, oh, quelle surprise, du Maghreb. Quelle surprise. Alors on ne dit pas encore une fois que tous les gens du Maghreb sont des voleurs et vont partir en courant, mais là, ils viennent du Maghreb, ce sont des voleurs et ils sont partis en courant. Immédiatement alerté, le restaurateur n'a plus qu'à constater les dégâts, entre 800 et 1500 euros. Non remboursé par l'assurance, ben voyons, parce que c'est arrivé trop de fois. Ah oui, parce que quand ça t'arrive trop de fois, tu n'es plus remboursé. Alors ça devrait être plutôt l'inverse. Oh putain, oh punaise. Alors, c'est arrivé trop de fois, s'exaspère-t-il. Avant, il m'arrivait de me faire cambrioler une fois tous les 15 ou 16 mois, ça va. Hein. Une fois tous les 1 an et demi, ça va tranquille. Hein. Dans le quartier, peu de commerçants échappent à ce phénomène. Oh, sans déconner. Et la plupart d'entre eux ont même renoncé à porter plainte. Waouh, c'est dire l'efficacité du fait d'aller porter plainte et la police et compagnie. Waouh, c'est incroyable. Bah, c'est l'efficacité sous le gouvernement Macron, il n'y a pas de surprise. La police nous explique elle-même que ces mineurs isolés connaissent les failles de notre système légal. Ah oui, oui, ça aussi, il faudra que je le précise dans une vidéo. Ils connaissent toutes les failles, clairement. En fait, ils ne connaissent rien, sauf les failles de la France. Voilà. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ils connaissent toutes les failles de notre système légal et qu'ils seront donc très vite relâchés, déplore l'un d'entre eux. Selon les chiffres transmis par la mairie du 16e arrondissement du 1er janvier au 30 septembre 2020, 391 gardes à vue concernaient des mineurs étrangers isolés. Au cours de cette période, 240 faits délictuels sont attribués à cette population qui mobilise la moitié du temps d'activité de la police du 16e arrondissement. Et jusqu'aux 3/4 du temps le week-end. Le quartier est pourtant réputé calme. Comme il se prétendent mineurs et que la ville de Paris refuse que soit mis en œuvre le dispositif légal d'évaluation de l'âge des migrants, ils sont remis en liberté. Oh, incroyablement foutu encore cette merde. Adjoint au maire du 16e arrondissement, chargé de la sécurité. Explique Gérard Larcher. Outre les commerçants, les riverains font aussi les frais de cette situation. D'autant que ces délinquants, souvent drogués, ne mesurent pas la violence de leurs actes et ne craignent aucunement la police. En mars 2020, un touriste japonais avait été conduit à l'hôpital entre la vie et la mort après avoir été agressé à l'arme blanche et racketté au Trocadéro. Oui, c'est vrai que les Japonais, les Chinois ne veulent même plus venir ni à Paris ni nulle part en France, puisqu'en fait, eux qui adorent la France ne la reconnaissent plus en fait. Voilà, c'est tout. Alors, j'en étais donc Trocadéro. Quelques mois plus tard, un adolescent de 15 ans était battu par une quinzaine de mineurs étrangers en sortant de l'école. Une quinzaine. Ah non, de 15 ans était... Ah oui, non, il avait 15 ans, mais il s'est fait battre par une quinzaine de mineurs. Donc il a pris autant de mineurs qu'il avait d'années, en fait. Voilà. On pourrait multiplier les exemples, bien au-delà des frontières de cet arrondissement. Selon les chiffres divulgués par le parquet de Paris, en novembre dernier, 75% des mineurs déférés devant la justice sont des MNA, des mineurs non accompagnés. Donc mineurs étrangers non accompagnés. Or, selon la préfecture de police de Paris, une majorité d'entre eux seraient en réalité majeurs. Mais genre bien majeurs. Et parfois depuis de nombreuses années. De très nombreuses années. Des fois, ils ont 50 ans, mais ils sont mineurs. Ces jeunes étrangers, extrêmement coûteux pour les départements français, 2 milliards, à peine 2 milliards. Et après, les Français se demanderont où part l'argent de la France, où part leur argent. On se demande toujours. Eh bien, il part dans les mineurs qui ne sont ni mineurs ni isolés,
qui n'ont pas 15 ans, mais qui en ont 60. Bon, bref. 2 milliards en 2019, rien que pour cet endroit-là, hein, 2 milliards. 2 milliards. On ne leur a pas assez fait à ces gens-là, pas du tout. Pas du tout. Sont le nouveau visage de cette délinquance épuisante, récurrente, dont les victimes n'intéressent personne. Et oui, malheureusement, quand tu te fais buter, tu n'intéresses personne. Par contre, quand tu es une grosse merde, on t'adore, hein, clairement. Tous ne sont évidemment pas délinquants, mais une minorité est prise en main par des réseaux de trafic. Voilà, une minorité, toujours la minorité. Dans les grandes villes, ils étaient 4000 en 2010. Ils seraient aujourd'hui 40 000. D'accord. La minorité délinquante augmente d'autant les victimes aussi. Ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est normal, hein. Ça, c'est logique, mathématique. Hein. On peut rien y faire. Hein. Donc, c'est passé de 4000 à 40 000. Tout va bien. Je me demande si Macron finit son nouveau quinquennat ou s'il fait un septennat. On ne sait jamais. Je me demande à quoi va ressembler la France dans 5 ans ou dans 7 ans. Voire peut-être même dans 1 an, qui sait. Je me demande. Voilà, non, mais tout va bien. Tout va bien. Donc, la prochaine fois, je lirai d'autres articles. Donc on lira les prochains articles, il y en aura encore une bonne moitié à faire. Voilà, voilà, j'espère que j'ai lu avec assez d'intonation. J'avais un peu des fois des problèmes pour lire parce que je bug un peu à cause d'un manque de sommeil. Bon, je suis pas là pour vous raconter ma vie, mais bon, c'est pour expliquer un peu. Alors d'habitude, je lis 10 fois mieux que ça. Là, j'ai pas trop mal lu, mais... Voilà, voilà. Et puis j'avais aussi l'émotion, parce que oui... je suis désolé, moi quand je lis ça, je peux pas rester insensible, ça me fait monter les émotions, clairement. Ça me rend fou, des trucs pareils. Ça me rend fou. On est en France, hein, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Algérie, on n'est pas en Libye, on n'est pas en Afrique, bordel. Mais on est en train de devenir l'Afrique. À force de faire que des conneries, on finit par importer le tiers-monde, et le tiers-monde va faire qu'on se tiers-mondise, clairement. Voilà, donc je lirai la suite la prochaine fois. Et la prochaine fois, j'aurai aussi plein d'autres vidéos à faire par rapport à ça. Voilà, ciao!